enregistré puisque le webinaire sera enregistré. Donc voilà, je rectifie et le webinaire est maintenant enregistré. Et donc effectivement, on se retrouve ici pour le 5e webinaire qui est organisé dans le cycle de différents webinaires qu'on a organisés à l'occasion du salon Préserve Info, qui malheureusement a dû être postposé au vu des conditions sanitaires. Donc là, on n'a pas de nouvelles dates à l'heure actuelle à vous communiquer, mais on le fera très prochainement. Et donc, quelques petits aspects techniques. Donc, vous rappelez, mais je pense que tout le monde l'a fait, c'est d'éteindre votre caméra et de couper votre micro pour éviter les bruits parasites. Je vous invite, si vous avez des réactions, des commentaires, des questions, à les poser dans le fil de discussion. Et on y reviendra en fait à la toute fin. On prévoira un moment d'échange avec les intervenants. Donc, n'hésitez pas à alimenter, à poser vos réflexions et on pourra vous donner la parole au besoin en fin de webinaire. Donc ici, on a à peu près pour 1 heure de webinaire. Et donc, je vais laisser la parole à Aurore, qui est l'animatrice de ce webinaire. Oui, merci Sarah. Donc bonjour à tous. Comme Sarah l'a dit, c'est notre dernier webinaire de ce cycle de 5 webinaires. Et aujourd'hui, donc, on va s'intéresser à un sujet qui, selon moi, va devenir de plus en plus prenant dans notre société. C'est donc la facturation électronique. À ce sujet, donc, on a aujourd'hui 2 intervenants, Cédric et Grégory, qui vont tout de suite se présenter juste après. Donc, je vais juste vous annoncer aussi comment est structuré ce webinaire aujourd'hui. Donc, après la présentation de nos 2 intervenants, nous aurons une première partie qui va vraiment définir le sujet. Donc, vous vous demandez sûrement c'est quoi exactement la facturation électronique. Donc, on va commencer par ça. Ensuite, on verra comment gérer les factures entrantes dématérialisées. Donc là, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Et enfin, la partie 3 va s'intéresser à comment émettre des factures dématérialisées. Donc, on va vraiment avoir la partie entrant et la partie sortant. Et si on a le temps, on fera une petite conclusion à la fin, en quelques mots, qu'est-ce qu'on devra retenir sur le sujet, etc. Et on passera enfin à vos éventuelles questions et réponses des intervenants si nécessaire. Donc là, je vais laisser la parole à notre premier intervenant, donc Cédric, si tu peux juste te présenter en quelques mots. Oui, bonjour. Je m'appelle Cédric Neve, je suis le CEO et fondateur de Digitil. Et voilà, j'ai un passé d'informaticien, architecte IT, travaillé entre autres de nombreuses années dans le secteur public. J'ai fait 12 ans au ministère des Finances. Donc voilà, et depuis ce temps-là, j'ai démarré cette société qui s'appelle Digitil et on va en parler un petit peu après. Merci. Grégory? Oui, merci Aurore. Donc, je suis Grégory Mignon, je suis consultant senior, expert en démat chez Use. Donc, Use, c'est une société de dématérialisation. On y reviendra un petit peu juste après. Pour vous expliquer un petit peu mon parcours et pour comprendre comment j'interviens effectivement dans ce séminaire, j'ai accompagné les grands cabinets d'expertise comptable à mes débuts chez Use, puis les cabinets d'expertise comptable de toute taille. Puis, j'ai accompagné les entreprises et désormais les partenaires sur leurs projets de dématérialisation et je réalise de nombreux webinaires à thème, notamment sur la démat, sujet donc qu'on connaît bien effectivement chez Use et je vais essayer de vous apporter mon expertise par rapport à ça. Merci beaucoup. Donc, je vous propose maintenant de rentrer un peu dans le vif du sujet, mais je pense que d'abord, on va présenter vos deux sociétés. Donc, Cédric, je te redonne la parole. Oui, merci Aurore. Donc, chez Digitil, on a 3 pôles sur lesquels on travaille, pour lesquels on propose des services. Le premier pôle, c'est le pôle justement dont on va parler aujourd'hui, qui est la présentation des factures. Donc, comment est-ce que ces factures qui sont émises par des entreprises ou dans le cadre des services publics, des demandes de paiement peuvent être envoyées et reçues par les citoyens et les autres entreprises. Notre deuxième pôle, c'est la partie paiement, puisque c'est bien d'envoyer des factures, mais c'est encore mieux si ces factures peuvent être payées. Donc, on accompagne aussi pour le paiement de ces factures, mais pas que des factures, aussi sur des marketplaces, en ligne, etc. Et puis finalement, on a un dernier pôle qui est tout ce qui concerne les extraits de compte, donc les extraits bancaires ici. Donc, comment faire en sorte qu'on puisse automatiser la réception de ces extraits bancaires pour alors avoir aussi une comptabilité automatisée, etc. Donc, c'est un autre sujet pour les archivistes qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Voilà, ça c'est pour Digitil. Merci. Merci Cédric. Je vais vous présenter Use donc à mon tour. Use, c'est une société qui est née dans le cloud il y a
plus de 11 ans maintenant. On est issu d'un groupe qui est le groupe ITsoft et qui historiquement a dématérialisé les factures, mais sur des processus qu'on appelle on-premise. C'est-à-dire qu'il fallait acheter du matériel, il fallait des serveurs, du stockage, des équipes de développement. Donc, c'était des projets lourds, très chers. Et on est parti du principe qu'il fallait démocratiser plutôt la dématérialisation. Et on l'a proposé sous forme de cloud. Donc, on a créé Use à cette époque où le marché du SaaS était suffisamment mature. C'est un pari qui est plutôt réussi aujourd'hui puisqu'on a plus de 50% de croissance par an. C'est un sujet qui explose aujourd'hui. On a des bureaux aux États-Unis, au Texas notamment, et le marché américain est très réceptif à notre solution. C'est intéressant. Ils utilisent encore beaucoup le papier d'ailleurs. Même pour la petite histoire, ils utilisent encore le fax qu'on a abandonné, nous, pour ça depuis quelques années parce que c'était un petit peu russe, mais ils l'utilisent beaucoup. Donc, ils voient beaucoup d'intérêt à la démat papier vers du numérique. Et puis, on a beaucoup de numérique maintenant qui arrive et il faut implémenter des circuits de validation. Donc, c'est ce qu'on va proposer. On y reviendra dans quelques instants. Aujourd'hui, on a la chance d'être présent dans plus de 30 pays parce qu'on a des groupes internationaux. On a 100 000 entreprises et 200 000 utilisateurs et on a traité aujourd'hui 100 millions de documents. Donc, vous voyez, le volume, il est croissant en plus. Donc, 100 millions en 10-11 ans. Et on estime que le volume va croître encore de 20 à 30% dans les années à venir. Et puis, on a des solutions de R&D. On a 25% du chiffre d'affaires qu'on réinvestit dans nos propres équipes qui développent des algorithmes d'IA, donc qui vont extraire les informations. Et on est situé dans le sud de la France. On est entre Nîmes et Montpellier, pour ceux qui sont déjà venus dans le sud, peut-être se baigner. Donc, on a la chance d'être dans des endroits sympas où il y a pas mal de soleil. Et donc, ça contribue à l'environnement pour nos équipes de développement. Voilà en quelques mots la présentation de Use pour comprendre qui on est et ce qu'on propose. Merci. Donc, je vous propose maintenant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et de justement mettre les bases du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc, Cédric va nous expliquer exactement et essayer de nous définir qu'est-ce que la facturation électronique. Donc, je te laisse la parole, Cédric. Tout à fait. Donc, on peut passer au slide suivant. Donc, la facturation électronique est reprise dans la loi belge depuis décembre 2012 et la grande révolution qu'il y a eu à ce moment-là, c'est qu'on a défini que cette facturation électronique avait la même valeur légale que la facturation papier. Et donc, tous les traitements qui jusque-là devaient être faits obligatoirement sur papier parce que, voilà, pour présenter une facture au client, ça devait être fait de cette manière-là. À partir de 2012, on trouvait un équivalent dans la facturation électronique. Et donc, en cette matière-là, la Belgique a été un peu précurseur, puisque ce n'est qu'en mai 2014 qu'on a eu une transposition de ça dans une directive européenne, qui a alors mis les bases de c'est quoi la facturation électronique pour l'ensemble de l'Europe. C'est une facture qui est donc émise, transmise et reçue par voie électronique de manière structurée qui permet un traitement automatisé. Donc, tous les mots sont importants, on va y revenir après. Mais donc, on a bien une facture qui est envoyée de manière électronique. Elle va être reçue de manière électronique et les données qui sont reprises dans la facture ne sont pas simplement une image ou un PDF. Voilà, ce sont des données qui sont structurées et cette structuration va permettre une exploitation alors automatique de cette facture, comme on va le voir par la suite. Donc, d'un point de vue technique, et là je pense que c'est très to the point pour tous les participants ici, la facturation électronique a 4 grandes caractéristiques. La première, c'est son authenticité. Donc, il faut être sûr que la facture est authentique, qu'elle n'a pas été manipulée par un tiers. Donc, pour ça, on a des mécanismes tels que la garantie d'origine, avec souvent une signature d'un détenteur de certificat. Donc, le document va alors être certifié, voire signé, et également, il va être transmis sur un processus qui lui-même est sécurisé. Donc, ces 2 éléments permettent de garantir l'authenticité de la facture qui va être transmise. Le deuxième point, c'est l'intégrité. Et donc, le but là, c'est de s'assurer qu'aucune donnée n'a été modifiée pendant le processus. Donc, pour ça aussi, on fait intervenir la sécurité. Il y a des checksums, ou en français, des sommes de contrôle qui sont réalisées. De nouveau, une signature numérique qui est possible pour garantir cette intégrité. Le troisième point, c'est de la lisibilité, parce que c'est très intéressant d'avoir une facture qui peut être lue par une machine,
en XML, etc. Mais il faut aussi qu'elle puisse être facilement lisible par un humain qui va la recevoir. Et pour ça, traditionnellement, on va avoir recours à un PDF pour représenter cette facture lisible alors par l'être humain. Et le dernier point, c'est le consentement. Donc, on ne peut pas forcer les clients à recevoir les factures de manière électronique. On partait d'une situation dans laquelle toutes ces factures étaient envoyées de manière papier, et donc il faut obtenir ce consentement de la part des clients pour pouvoir les envoyer de manière électronique. Donc ça, c'est ce quatrième point. Pour toutes ces factures, elles doivent être conservées, et c'est là que les archivistes trouvent tout leur sens, conservées et maintenues pendant 7 années après l'émission de la facture. Donc, 7 années, c'est à la fois beaucoup et peu. Et donc, elles doivent être conservées de manière à toujours garantir ces 4 principes. Donc, elles doivent, pendant ces 7 années, rester authentiques, ne pas être modifiées, toujours avoir une version lisible et avoir été transmise donc, vers le client avec son consentement si on voulait l'envoyer de manière électronique. Donc, voilà, ça c'est pour la définition technique. Souvent, on va opposer ce qu'on appelle la facturation digitale à la facturation électronique. Donc là, il est important de bien comprendre la différence entre les deux. Une facturation digitale, ici à gauche, c'est typiquement quelque chose qui est envoyé en PDF, par email, et qui n'est pas structuré. Donc, quand vous recevez de la part de, par exemple, votre fournisseur télécom, une facture en PDF dans un email, c'est la facturation digitale. La facturation électronique, on retrouvera un PDF, mais il est là de manière accessoire, parce que le but, c'est que ce soit traité de manière automatique par les machines. Et donc, le format principal, ça va être de l'XML, donc un format structuré dans lequel on va retrouver les informations. Et à l'intérieur de cet XML, on retrouvera le PDF avec la facture, lisible par un être humain. Plutôt qu'un envoi par email, ça va être un envoi d'une machine vers une autre machine, souvent donc en B2B, dans lequel, par exemple, ce n'est pas l'opérateur téléphonique qui va vous envoyer une facture, c'est plutôt l'opérateur, ça va être Proximus, qui va envoyer sa facture à Engie, par exemple. Et pour ça, Engie, puisqu'ils ne vont pas recevoir une facture comme vous avec quelques lignes, ils vont recevoir des milliers, voire des millions de lignes dans leur facture, il est important que ce processus puisse être fait de manière complètement électronique et donc que la transmission se fasse de machine à machine. Et le dernier élément, c'est que les données sont structurées, puisque voilà, c'est dans un XML, et chaque champ alors va pouvoir trouver une valeur qu'il ne va pas falloir décoder ou comprendre dans un PDF ou dans une image, mais qui aura bien sa place dans l'XML qui sera transmis. Donc ça, c'est bien la distinction entre facturation digitale et électronique. J'espère que vous voyez bien la différence maintenant. Je préciserai, Cédric, si tu me permets, on peut même parler de flux pour la facturation électronique. Ce sont des flux électroniques, finalement. Ce n'est pas matérialisé. Et dans ces flux, on peut rajouter le DI également, qui est beaucoup utilisé dans l'industrie automobile notamment, parce qu'ils ont des ERP qu'ils utilisent et communiquent effectivement, comme le disait Cédric, de machine à machine. Donc, c'est une machine qui transmet à une autre machine les flux et ça va permettre de récupérer les informations de facturation. Mais effectivement, ça peut devenir complexe à interpréter parce qu'on ne va pas rentrer dans les balises des métadonnées pour voir ce que ça donne. Donc, il faut un outil qui permette de réinterpréter ça, effectivement. Voilà, c'était juste un petit complément, Cédric. Merci, c'est super. Donc dans le slide suivant, c'est très bien d'avoir transmis ces documents, mais il y a tout un cycle de vie autour de ces documents qui sont envoyés. Et ici, on a voulu l'illustrer un petit peu. Ça vient de Tikibuzz, qui est l'un des acteurs justement dans la facturation électronique ou la gestion documentaire. Donc, quand on va avoir un document et un document électronique, il vient de quelque part. Donc ici, on va commencer par la gauche. Il peut, entre autres, venir du papier. Donc, on peut avoir quelque chose, une facture reçue par papier qui va à un moment être numérisée. Et là, on commence à avoir un document électronique. Ce document, il va falloir le synchroniser entre différents systèmes. Il va devoir transiter d'un endroit à un autre. Donc là aussi, on a des fonctions qui vont être faites sur ce document. On va vouloir rechercher dans ce document, et c'est beaucoup plus facile de rechercher s'il est de manière électronique que s'il était sur un papier dans une armoire ou dans les archives quelque part.
Donc, ça, c'est une autre option, enfin, une autre fonction qu'on va utiliser sur ces documents. Avant de pouvoir être créé, il va devoir être conçu. Donc, on va avoir définir ce qu'on veut voir apparaître dans le document. Et une fois qu'on sait ce qu'il doit contenir, on va composer toutes ces informations pour les faire apparaître. En haut à droite quelque chose, en bas à droite autre chose, et donc pour que chaque élément trouve sa place dans les différentes pages qui composeront finalement le document. Une fois qu'on a un document, il faut pouvoir le transmettre, et ça on en parlera dans la troisième partie plus précisément quand on veut faire une diffusion multicanale. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir envoyer les différents documents électroniques, non pas seulement en les imprimant comme on faisait avant, mais en les envoyant pour certains par email, pour d'autres par ce dont parlait Grégory, donc des flux électroniques. Des flux électroniques qui vont aboutir soit dans des applications dédiées, et en Belgique, on pense par exemple à Zoomit qui, depuis longtemps, avait cette fonction de pouvoir recevoir ces factures de manière électronique, et maintenant qui sont disponibles dans bien d'autres solutions, dont Digitil, évidemment, pour la réception de ces factures. Et donc là, ce qui est important, c'est comment faire en sorte qu'une entreprise ou un service public puisse, sans beaucoup de frais, permettre d'envoyer les factures sur les différents canaux tels que le client souhaite recevoir cette facture. Parfois, la facture reçue, pour de mauvaises raisons, je dirais, on va vouloir la réimprimer. Donc, une facture électronique peut aussi mener à une réimpression. On vous encourage à plutôt préserver nos forêts et ne pas faire ça, mais enfin, bon, parfois ça arrive. Évidemment, et là c'est tout l'enjeu pour vous, ces factures, tous ces documents doivent être archivés pour plus tard être consultés, parce que le but, ce n'est pas l'archivage, le but, c'est bien la consultation après de ces archives. Et finalement, on va stocker ces documents et mettre plein de fonctionnalités métiers spécifiques qui vont être liées à l'utilisation de ces documents. Donc, je pense par exemple, bien, ici, on a un paiement qui a lieu, on aimerait bien retrouver la facture attachée. Bien, voilà, on va repasser alors en mode consultation sur le document qui est lié à ce paiement. Et ça peut se faire pour un citoyen qui veut simplement mieux gérer ses factures, mais ça peut aussi se faire pour une entreprise ou un service public qui se dit OK, là j'ai un contrôle ou j'ai quelqu'un qui doit vérifier quelque chose. Eh bien, comment faire en sorte que facilement je puisse retrouver les documents qui sont liés, entre autres, à ces paiements. Donc, vous voyez tout un cycle de vie autour de ces documents électroniques. Merci. Grégory, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter par rapport à cette définition déjà bien complète. Elle est bien complète, effectivement. C'est ce que je me disais quand on l'a préparée déjà. J'ai trouvé cette slide extrêmement intéressante. Elle est riche. Elle représente bien tous les circuits, toutes les fonctionnalités en fait, qu'on peut avoir dans un circuit de facturation électronique ou digitale. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter un petit peu ce schéma en expliquant comment effectivement des factures entrantes, par exemple dans une solution de dématérialisation, vont pouvoir être traitées. Alors évidemment, je vais m'appuyer sur notre schéma Use, mais la plupart des outils fonctionnent de cette manière-là. Après, c'est l'intelligence derrière qui va être un petit peu différente. Donc, si on passe sur la slide d'après, du coup, Aurore, c'est de comprendre effectivement. Alors, on va parler des factures entrantes. Donc, on va expliquer comment ça fonctionne une fois qu'une facture est réceptionnée pour être traitée. Et puis, on verra après, on fera un retour en arrière pour comprendre comment elle a été éditée, cette facture qu'on a reçue, et avoir bien les deux mécanismes de bout en bout. Donc, sur le slide suivant, ça va être une petite explication, schéma qui est intéressante, je trouve, parce qu'elle va permettre de bien comprendre tous les aspects que va apporter et tout le gain de productivité, qu'on soit sur la partie comptable ou sur la partie archive, que va apporter le process dématérialisé. Donc, la première étape, c'est les achats, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dématérialiser cette partie achat. Certaines structures aujourd'hui utilisent encore, par exemple, des fichiers Excel ou voire des papiers volants. Parfois ne concrétisent leur achat qu'après avoir reçu la facture, ce qui pose des problématiques de traçabilité entre le moment où on reçoit la facture et le moment où l'achat a été passé, parce qu'il faut pouvoir retracer depuis la commande jusqu'au paiement. Donc, ce qu'on va pouvoir proposer en dématérialisé, déjà, c'est de créer la demande d'achat dans un outil. Donc, par exemple, dans Use, on peut créer des demandes d'achat et faire valider cette demande d'achat dans un circuit de validation.
Donc, dire, par exemple, si c'est de l'achat informatique, ça va chez le responsable informatique. Si c'est du marketing, ça va chez le responsable marketing. Si c'est de la papeterie, ça va aller, par exemple, chez Aurore, si elle gère la papeterie. Si c'est de l'investissement, chez Cédric, etc. Enfin, on peut imaginer tout un tas de circuits de cette manière-là. Une fois que la demande d'achat a été validée, on va générer un bon de commande. Donc, il va être un bon de commande du coup digital. Plus besoin d'imprimer le bon de commande en papier et on va l'envoyer directement au fournisseur. Ça va permettre, à travers un seul et même outil, sans avoir à partir de l'outil, d'envoyer ce bon de commande qui a été généré. Certains utilisateurs ont parfois déjà un outil achat métier. C'est le cas notamment de choses très spécifiques où il y a besoin de gérer des stocks ou des choses un peu complexes. On pourra récupérer à ce moment-là les demandes d'achat issues d'un ERP métier pour les intégrer dans une solution de démat comme Use par exemple. Mais l'idée, c'est de pouvoir interopérer, qu'il y ait des communications qui se fassent, des échanges qui se fassent entre flux. Ensuite, c'est la capture. Ça, c'est intéressant. Cédric parlait effectivement de factures papier qui continuent à exister. Donc, l'idée à terme et l'idée de l'Europe, c'est d'aller sur du tout numérique. Donc, en France, on va commencer puisqu'on a l'obligation maintenant de réceptionner les factures en numérique et qu'à partir de 2023, il y aura l'obligation d'émettre en numérique. C'est pour ça que ça me paraît intéressant de le faire dans ce sens-là, la présentation, de parler des factures entrantes et des factures sortantes, parce que ça va arriver dans ce contexte-là. On va d'abord avoir pas mal d'entrants et après l'obligation d'émettre en numérique, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et l'Europe va vers cette destination-là du tout numérique. L'intérêt, donc, c'est de pouvoir capturer tout flux. Donc, papier, pour l'instant, puisqu'il existe encore, il va continuer d'exister pendant un certain nombre d'années malgré tout. Donc, il faut pouvoir le scanner. Donc, pour ça, il y a la possibilité de scanner depuis un photocopieur, un copieur numérique qui existe dans l'entreprise. Et je vais pouvoir l'envoyer vers une adresse email, par exemple, de démat. Et ça va arriver dans la solution de dématérialisation. Ça va être la possibilité de pouvoir récupérer, ce qu'on disait tout à l'heure, un flux EDI, de récupérer, pourquoi pas, une facture X. Donc, facture X a été pas mal mis en avant à une certaine époque. Ça l'est un peu moins parce qu'il y a plusieurs formats qui coexistent. Le facture X, c'est la possibilité d'avoir un PDF et d'avoir du XML. Donc, de récupérer tout ce qui est numérique de manière à être sûr de l'interprétation et de pouvoir afficher l'image numérique, le PDF, pour pouvoir l'avoir sous les yeux. Mais un flux EDI peut être reconstitué également. Nous, par exemple, on propose de reconstituer comme c'était un PDF, un flux EDI, de manière à éviter d'aller dans des balises et de le faire manuellement. Ça peut être pris en photo par le téléphone portable aussi. Ça, c'est pratique. Il y a de plus en plus d'utilisateurs aujourd'hui qui vont au restaurant. Alors, quand c'était… ça dépend des périodes, donc un peu moins aujourd'hui. Mais quand ça reprendra, en tout cas, l'idée, c'est que quand je vais au resto, je prends mon ticket en photo ou à l'hôtel et je l'envoie directement dans la solution. Ça m'évite d'attendre et de scanner le ticket. Puis c'est pratique aussi pour la société parce que si le ticket est perdu, il y a au moins une trace numérique et on va pouvoir faire un remboursement de frais sur cette base-là. Et puis, une fois qu'on a capturé à travers les différents flux, alors il y a des portails fournisseurs également, puisque maintenant, il y a beaucoup de fournisseurs qui n'envoient plus les factures. Donc, il y a la possibilité d'avoir des robots qui vont récupérer les factures sur les sites également. Donc, ça, c'est extrêmement pratique. L'intelligence artificielle, elle va agir également. Donc, nous, on a des équipes de R&D, par exemple, qui développent des algorithmes qui vont aller récupérer l'information dont ils ont besoin. C'est-à-dire qu'une date de facture, je suis capable de l'interpréter chez quel format ça a. C'est souvent précédé de date facture due. Et on va récupérer les dates comme ça, les montants, les champs de TVA. On va récupérer le numéro de commande si c'est une facture sur commande. Et on va, de cette manière, libérer l'utilisateur de saisies qui ne sont pas forcément utiles parce que c'est déjà sur le document. On va même pouvoir reproduire l'imputation comptable. Donc, l'imputation comptable, on l'a mis une première fois. C'est ce qu'on appelle le machine learning. La machine va apprendre l'imputation comptable que vous lui avez indiquée la première fois. Et elle va le reproduire. De ce fait, on va avoir des factures complètement automatisées, équilibrées avec l'imputation comptable. L'analytique va pouvoir être mémorisée. L'analytique, c'est quelque chose qui est important également dans la recherche et dans le contrôle de gestion, notamment sur la base des factures archivées. Et on va pouvoir rapprocher aussi les factures sur commande parce qu'on va lire le numéro de commande. Et si la commande a été générée depuis un outil ou intégré dans l'outil de démat, on va pouvoir faire le rapprochement et être sûr que ça corresponde bien. Donc, c'est un gain de temps et de productivité, cette numérisation, par rapport au rapprochement et au traitement comptable de la facture. Une fois que la facture a été traitée, on va pouvoir également l'envoyer dans un circuit de validation. Donc, l'intérêt, c'est quoi? C'est de pouvoir l'envoyer directement vers le bon valideur. Alors, je suis désolé, j'ai un appel qui sonne en même temps. Je ne sais pas si ça s'entend dans le micro.
ça ne s'entend pas parfait. C'est le problème du multitâche et du travail à la maison. Donc, l'automatisation, ça va me permettre d'envoyer vers Cédric, c'est lui qui doit valider la facture parce qu'elle a un certain montant et puis ça engage, par exemple, la direction. Élodie, qui est parmi les participantes, peut-être qu'elle va valider, elle, tout ce qui est investissement publicitaire. Et puis Catherine, tout ce qui va être ressources humaines. Et ça va permettre de l'envoyer en fonction d'un analytique, du nom d'un fournisseur, d'un montant, etc. Donc, un vrai gain de temps par rapport à avant où il fallait peut-être le mettre sur le bureau du valideur, savoir qui le validait, qui était l'initiateur de la commande aussi, parce que là, on peut renvoyer l'initiateur de la commande pour valider. Donc, extrêmement de rapidité aussi. On parle même de mode no touch qui est sur le haut du slide. C'est-à-dire que je peux même dire à l'outil, je n'ai même pas besoin de voir mes factures. Tu peux les envoyer directement à l'étape d'export vers le RP ou de valideur ou de paiement. Je te fais confiance, c'est équilibré. Tu as visualisé également s'il n'y avait pas de doublon. Donc ça, c'est intéressant parce que l'application de dématérialisation va pouvoir visualiser dans l'intégralité des factures qu'elle a en attente ou traitées et celles qui sont à traiter si elles n'ont pas déjà été traitées. Donc aujourd'hui, comme on est un peu dans un mode hybride où on peut être amené à recevoir parfois une facture papier, parfois une facture électronique, et à avoir peut-être 2 personnes qui vont traiter la facture de manière indépendante, on peut se retrouver dans des cas de doublons. Je règle à la fois une facture papier, je règle à la fois une facture électronique. Un outil de démat va permettre de pouvoir gérer ça et d'avertir l'utilisateur que ça a déjà été traité. Alors, la partie paiement, donc ça concerne aussi beaucoup Cédric, si je ne me trompe pas sur Digitil. Donc, il y a plusieurs possibilités. Par exemple, chez Use, on pourrait tout à fait gérer le paiement dans Use et générer un fichier CEPA. Il faudrait que vous le remettiez ensuite à votre banque. Ça permet de gagner du temps. Avec un outil comme Digitil, on pourrait imaginer envoyer en API les informations de paiement à réaliser, puis Digitil actionne le paiement ou envoyer les factures dans l'outil également qui réaliserait le paiement. Donc, on peut s'interfacer avec des outils, donc envoyer des BAP, envoyer des informations en API et ça permet d'automatiser le paiement. Donc, un outil de démat, c'est aussi du gain de temps sur la partie traitement et trésorerie parce qu'on va voir ses dates d'échéance, on va savoir quand est-ce qu'on a réglé, quand est-ce qu'on veut régler, avoir un parapheur de paiement sous les yeux de manière dématérialisée à tout moment. On n'est plus obligé d'avoir le gros classeur avec les factures papier à payer. On va tout avoir de manière digitale, synthétisée. Donc ça, c'est extrêmement pratique également pour les trésoriers et les payeurs. Et puis, on va pouvoir exporter donc, tout ce qui a été automatisé dont je vous ai parlé, les écritures. On va pouvoir les exporter vers les ERP, les outils comptables qui en ont besoin et vers les comptables qui en ont besoin pour réviser. Et on va pouvoir associer dans la majorité des cas la pièce, l'image. Donc, quand un comptable va faire une révision, il va avoir la pièce sous les yeux. Il n'aura plus besoin de la chercher, de mettre un numéro de pièce sur le document papier ou de réimprimer ses documents numériques. Il a tout avec son ERP. Donc, ça, c'est extrêmement pratique, c'est un gain de temps. Et puis, en fin de chaîne, sur le bas du slide, vous voyez qu'on a de la recherche et de la consultation, du pilotage et des indicateurs. Alors, c'est quoi ça? Ça va vous intéresser. Je vous partagerai peut-être mon écran 30 secondes pour que vous puissiez visualiser ce que c'est un outil de démat parce que souvent dans les séminaires, on me dit c'est bien, c'est théorique, mais j'aurais bien aimé voir ce que ça donne dans un outil. Donc, je crois que j'ai la main pour le faire, je le ferai si je peux. C'est quoi? C'est que tout ce qui est archivé va l'être pendant plusieurs années. Alors, en France, ça va être 6 ans, en Belgique, ça va être 7 ans, sur du légal, on va être sur 10 ans. Donc, l'idée, c'est de conserver pendant la durée fiscale ou légale vos documents sur la plateforme. Donc, on ne les supprime pas, on les garde tout le temps de l'archivage nécessaire. Et vous allez pouvoir retrouver un document par un mot-clé, par un critère, par la combinaison des deux, ou même créer des plans de classement dynamiques. C'est ça que je vous présenterai. Je peux consulter mes documents, je peux les télécharger, je peux les réimprimer, comme disait Cédric, si j'en ai besoin. Alors, on va éviter évidemment dans la plupart des cas, mais ça peut être utile de l'avoir sous la main en papier pour une raison ou une autre. Donc, ça, on peut le faire. On peut le renvoyer par mail à une personne qui en a besoin également. Donc, ça, c'est pratique. Quand vous allez retrouver votre document, vous le renvoyez à la personne qui vous en a fait la demande. Et pour moi, pour faire une transition, c'est un poste à temps plein. Alors, c'est vrai qu'on parle d'archiviste maintenant parce qu'on va être sur de l'archivage légal. Pour autant, il faut être à l'aise dans la recherche numérique. Il faut pouvoir mettre des opérateurs qui conviennent, il faut pouvoir faire des plans de classement qui soient pertinents. Il faut pouvoir retrouver des documents de manière rapide parce que les archives numériques, malgré tout, vous avez des sociétés qui n'auront pas beaucoup de documents, peut-être une centaine par mois, puis il y en a d'autres qui vont en avoir 5 000, 10 000, 15 000 par mois. Donc, ça représente, à l'issue de 10 ans, 1 million de documents quand même dans lesquels il va falloir aller chercher. Donc, vous imaginez en papier la charge des armoires qu'il faut en termes de documents. Donc, ça va alléger énormément cette partie-là. Ça va permettre également de débloquer du budget peut-être qui était alloué à l'archivage matérialisé pour pouvoir le mettre dans un poste à temps plein pour retrouver plus facilement ces documents numériques qui, malgré tout, vont être dispatchés dans un cloud en général. Et il faudra bien pouvoir les retracer.
Et puis des indicateurs, un tableau de bord, puisqu'on va pouvoir suivre en temps réel ce qui se passe également à l'écran et avoir des statistiques sur les productivités. Alors, si je partage l'écran, je vais essayer. Donc, je vois que je peux faire partager. Alors, on avait répété, normalement, je devrais pouvoir y arriver. Mais je ne suis pas sûr. Alors, est-ce que si j'arrête ton partage, Aurore, je pense que tu peux le reprendre après. Oui, à mon avis, je vais Tu pouvoir as le ta main reprendre. dessus. Ouais. Et si je marque que je partage mon écran et que je partage mon écran numéro 2, voilà, hop. Alors, le truc, c'est que je suis sur Mac et que sur Mac, vous savez qu'ils sont très axés sur la protection. Donc, il faut que j'autorise du coup Zoom à vous partager mon écran et je suis obligé de quitter et de réouvrir malheureusement pour pouvoir le faire. Donc, je pense que ça ne va pas marcher. Alors, je teste à nouveau. J'ai l'impression que si, vous allez me dire. Oui, là, Bah moi, voilà, je super. vois. Super, donc j'ai réussi sans redémarrer, c'est plutôt bien. Donc là, je suis sur mon deuxième écran et vous voyez, ça, c'est l'interface de Use. Mais un outil de démat, ça fonctionne à peu près de la même manière. Bon, là, on a travaillé beaucoup l'ergonomie quand même, parce que c'était quelque chose de très important. Donc, on peut vraiment tout paramétrer. On peut rajouter des colonnes, on peut grouper par certains critères. On peut voir le suivi des documents qui sont dans les mains d'autres personnes. Donc, tout ça va être traité dans le document, enfin dans le tableau de bord, pardon, avec le nombre de documents complets sur le nombre de documents reçus. Et quand je vais me connecter, tous mes documents vont m'attendre pour traitement. Donc, ça, c'est la partie comptable. Une fois que les documents sont traités, ils vont disparaître de ce tableau de bord puisqu'ils ont été traités de bout en bout. Mais pour autant, il faudra que je les retrouve. Donc, pour ça, je vais avoir une possibilité de recherche ici, numérique. Vous voyez que moi, j'ai déjà créé des plans de classement, en fait, où je vais pouvoir retrouver mes dossiers RH, ma CV Tech, puisque tous mes CV vont pouvoir être envoyés sur une adresse email de démat, mes contrats, les factures traitées cette année, les dépenses informatiques, parce que je vais pouvoir faire un plan de classement grâce à l'axe analytique. J'ai précisé que s'il y avait le centre de coût PF, petite informatique, ça me redonnait mes factures informatiques. Et je peux rechercher comme ça par n'importe quel mot. Par exemple, Use est capable de retrouver une facture par rapport à un mot qui figure sur le document. En fait, pour que ça soit compréhensible, une facture type LinkedIn, par exemple, et bien cette facture LinkedIn, si je passe ma souris sur les mots de la facture, tout est devenu numérique. C'est un document papier à la base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux retrouver par n'importe quel mot qui figure sur le document. Alors, ce qui est pratique, c'est le photocopieur qui est tombé en panne. Vous avez la personne qui a besoin de la facture pour faire jouer la garantie. Elle ne sait plus où elle l'a acheté ni quand. Si le numéro de série est sur la facture, en tapant le numéro de série ici, je vais retrouver ma facture de photocopieur. Si je recherche les factures d'écran, parce que j'ai des écrans en panne ou je veux savoir mes IMO, je tape moniteur, je vais retrouver toutes mes factures de moniteur ici, directement. Et je vais pouvoir filtrer avec des critères supplémentaires. Je vais pouvoir dire, par exemple, je ne veux que des types de documents qui sont des factures d'achat. Donc, vous voyez qu'ici, alors on le verra avant que je relance la recherche, j'ai un relevé de facture, par exemple, parce que dans mon relevé de facture, j'ai le mot moniteur. Mais si je tape un critère supplémentaire facture d'achat, je n'ai plus que les factures d'achat. Et je peux pousser en disant, je veux que ce soit que le tiers, par exemple, Dell. Donc, ça va limiter le champ normalement à une facture. Là, je ne retrouverai que ma facture d'achat pour le fournisseur Dell qui contient bien le mot moniteur. Et en rentrant dessus, on verra que cette facture est complètement numérique. Ça aurait pu être le numéro de série du moniteur également, qui se trouve ici en bas. Et je peux retrouver même avec une petite loupe un mot précis dans la facture moniteur ici. Et ce document, il est ici. Je peux l'extraire à nouveau. Je peux en créer un fichier Excel avec des balises métadonnées si je veux l'envoyer dans un autre outil, de la DataVis par exemple, ou des outils de trésorerie. Et je peux le renvoyer par email à quelqu'un qui m'en a fait la demande. Donc, j'aurais pu très bien le renvoyer à Aurore s'il en avait eu besoin, par exemple. Et elle aurait eu sa pièce jointe avec un petit message sans quitter l'outil de démat. Et ça, voilà, une recherche comme ça, je peux l'archiver. Je peux la mettre avec une petite étoile comme je ferais un favori dans Internet Explorer ou dans Safari ou dans Chrome. Et je pourrais dire, c'est mon classeur moniteur. Voilà. Et ça me crée mes favoris qui sont aussi des plans de classement numérique que je vais retrouver ici. Et ça, c'est intéressant parce que je peux cloisonner aussi l'information. Mes CV, par exemple, si je clique dessus, je ne les verrai pas parce qu'il n'y a que la RH qui pourra voir le classeur CV Tech parce que j'ai mis des clauses de confidentialité. Donc, à ce moment-là, si ma responsable RH se connecte, alors oui, parce que Use est capable de traiter tout type de documents. C'est juste pour élargir le spectre. Oui, j'allais dire, on parlait de facturation électronique. C'est juste parce que dans mon outil, et parce qu'on a pris conscience en fait que ça va être généralisé la démat. Ce n'est pas que les factures. Et donc, on a voulu prendre un petit temps d'avance. Donc, on a mis en place effectivement des circuits tels que des CV, par exemple, ou des contrats. Et je vais pouvoir retrouver
tous mes CV, par exemple, avec des descriptions et pouvoir trouver un candidat facilement. Mais c'est intéressant aussi pour les contrats parce que je vais pouvoir graffer un contrat et une facture pour que mon valideur dans la suite du parcours puisse valider avec les bonnes informations. Ça peut être le bon de livraison, ça peut être la commande qui est rattachée également. Donc, c'est intéressant parce que ma facture, ce n'est pas simplement une facture que je vais traiter, mais c'est un ensemble de documents qui vont pouvoir être reliés les uns aux autres. La commande, le bon de livraison, la facture, le contrat, une copie du chèque éventuellement. Alors, ce sera plutôt des virements. Et Cédric, sa solution le permettra grâce au QR code, j'ai vu. On pourra payer directement en numérique, ça va disparaître le chèque, mais ça peut être le récépissé, ça peut être plein de choses qu'on va pouvoir agrafer. Donc ça, c'est extrêmement intéressant juste de l'avoir en visu pour vous rassurer sur le fait qu'il faudra quand même retrouver les documents, même s'ils sont numériques. Et je ne pense pas que les valideurs ou que les comptables aient du temps forcément à consacrer à la recherche ou à la création de classeurs. Il faudra vraiment une valeur ajoutée là-dessus. Donc le numérique, à mon avis, va transformer un petit peu cette vision-là. Voilà, c'était juste pour vous présenter et que vous ayez une idée de ce que ça donne d'un point de vue numérique, un outil. Parce que c'est vrai, quand on fait beaucoup de théorique, on a une idée théorique, mais c'est bien de pouvoir mettre quelque chose derrière. Merci beaucoup. Voilà pour l'explication. Je relaisse la main à Cédric, si je ne dis pas de bêtises, qui va vous présenter maintenant l'édition de ces factures qu'on a traitées dans l'outil. Oui, peut-être juste avant ça, un petit mot concernant FactureX. Oui. Donc FactureX, c'est le standard en France, mais aussi disponible dans d'autres pays pour la facturation électronique. Donc c'est le standard qui a été choisi par les autorités françaises pour l'envoi et la réception de ces factures électroniques. En Belgique, c'est PayPal. Donc on a un autre standard qui est utilisé, donc PEPPOL, qui est un standard européen pour l'envoi et la réception des factures, mais pas que. En fait, c'est Pan-European Public Procurement Online. Et donc, c'est toute la chaîne de procurement et donc en fait d'achat qui est concernée par le standard PayPal. Ça veut dire qu'on va retrouver, comme l'expliquait Grégory, non seulement les factures, mais aussi les notes de crédit et surtout, avant, tout ce qui va être la consultation du catalogue du fournisseur et les bons de commande. Donc, tout ça est repris dans ce standard-là pour permettre alors des échanges électroniques complets. Le client qui consulte le catalogue du fournisseur, qui voit les produits, les prix, etc., qui peut passer commande, toujours de manière électronique, qui ensuite reçoit la livraison des produits qu'il a commandés avec une facture, qui peut ensuite payer la facture et éventuellement recevoir des notes de crédit liées à tout ça. Donc voilà, juste pour dire qu'en Belgique, on préfère parler de PayPal. C'est bien que tu précises, Cédric. Je rajouterai même qu'il n'y a pas de format obligatoire, en fait. Il y a des formats, on allait dire, préférés. Et j'en discutais il y a quelques années avec un partenaire, c'était il y a 3 ans, où ça émergeait, ces formats. Et c'est la guerre des formats, en fait. C'est-à-dire que chacun veut imposer son propre format, donc hybride, métadonnées, avec le PDF associé ou l'image associée. Et il n'y a pas d'obligation, en tout cas d'un point de vue légal, sur l'adoption d'un format numérique. Il faut qu'il respecte certaines règles. Mais il y a effectivement des préférences. Donc, comme l'a dit Cédric, il y a des préférences en Belgique, il y a des préférences en France, il y a des préférences dans d'autres pays. Il y a d'autres formats aussi qui sont adoptés. Et il faut réussir à jongler avec tous ces formats. Donc, par exemple, si vous travaillez avec la France, vous allez recevoir peut-être des factures X. Si nous, on travaille avec la Belgique, on va recevoir votre format. Et puis, si vous travaillez avec l'Espagne, vous allez recevoir un autre format. Et il faut avoir des outils effectivement, qui soient capables d'interpréter tous ces formats pour vous faire gagner du temps en fait, dans le traitement et rematérialiser cette information. Mais c'est hyper complexe. Si on doit gérer tous les formats qui existent aujourd'hui en mode hybride, on ne les a pas tous en visu. Parce qu'encore une fois, il y a des formats qui ont été adoptés à la majorité, mais il existe encore certains formats, parfois qui sont un petit peu méconnus, mais qui existent pour autant. Donc voilà, vous les rencontrerez effectivement régulièrement. Ils peuvent évoluer, ils peuvent même se transformer, mais à l'heure actuelle, c'est ça. C'est un petit peu comme le 4K, le 8K, l'HDMI, voilà, toutes ces normes qui ont mis du temps à s'imposer, mais qui sont finalement imposées. C'est le même cas, là, c'est en train de suivre ce parcours-là. Mais j'espère qu'on aura une uniformisation européenne, par contre, parce que c'est dommage d'avoir plein de formats différents. Alors, les outils aideront, bien sûr, mais c'est dommage d'avoir plein de formats différents, pas d'avoir un format européen qui soit unique et qui permette d'avoir des solutions communes. Voilà. Donc, un petit clin d'œil si quelqu'un des gouvernements nous écoute.
mettez-vous d'accord pour qu'on ait des formats unis. Ce serait top. Merci. Oui. Je propose de passer à la partie 3, parce que je vois l'heure qui avance quand même gentiment. Donc, Cédric qui va nous parler de l'émission des factures dématérialisées. Oui, merci. Donc, effectivement, on a parlé de comment traiter, enfin, recevoir et traiter les factures entrantes, mais avant de pouvoir les traiter, elles ont bien été émises quelque part. Et cette émission, elle vient à la suite d'un processus qui, en fait, va démarrer à la commande et qui va se terminer au paiement. Donc, une entreprise qui va émettre une facture, c'est parce qu'elle a reçu une commande. Elle va ensuite éventuellement voir si elle peut honorer cette commande et si le client a le crédit nécessaire pour qu'elle elle honore cette commande. Elle va ensuite justement préparer cette commande, l'envoyer. Et ensuite, ça va être le moment d'envoyer la facture liée à cette commande. Donc, on est dans le Customer Invoicing, donc l'envoi de la facture au client. Cette commande va ensuite, cette facture va ensuite être placée dans les factures en attente de paiement. Et puis, on espère en tout cas, le client va payer et donc on va avoir la réception de ces fonds. Et une fois que tout ça a été fait, on voudra vérifier que ça s'est bien passé et donc avoir, comme le montrait Grégory, des outils de reporting, des indicateurs, etc. pour voir tout ce qui se passe et s'assurer que l'ensemble de la chaîne est correctement traité. Donc, vous voyez, la partie envoi de la facture n'est que l'un de ces éléments dans cette chaîne. Si on passe au slide suivant. En Europe, ici c'est un slide avec les données européennes. Malheureusement, il s'arrête en 2017 parce qu'on n'avait pas les données sur la suite. En Europe, on a une vue sur les factures qui ont été envoyées et comment est-ce qu'elles ont été envoyées. Et on peut voir, donc il y a une évolution sur la facturation électronique, que ce soit dans les envois B2B, donc ici en bleu, que ce soit dans les envois B2C, donc vers des consommateurs, et également pour tout ce qui va être la réception des factures entrantes, donc la réception électronique des factures entrantes. Donc tout ça évolue, mais on voit qu'on n'arrive quand même pas encore à 100%, il reste encore des factures papier à éliminer. Alors, Cédric, et à transformer en électronique. J'ai juste une question, peut-être j'anticipe sur des participants, mais n'hésitez pas à converser avec nous. Hein, mais il y a un truc visuellement qui me choque un peu, et tu vas me l'expliquer, je pense que tu as la réponse, c'est que je vois plus de factures du coup sortantes et moins de factures entrantes, alors qu'on devrait être normalement à l'équilibre. C'est-à-dire que si mes fournisseurs envoient 100 factures sortantes, je devrais avoir 100 factures entrantes normalement. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Est-ce que tu as une explication? Oui, donc ici, ce qu'on regarde, ce sont les entreprises en Belgique qui ont été consultées pour fournir ces informations-là. Mm-hmm. Et ça concerne ce que les entreprises ont rapporté comme éléments. Donc parfois d'abord, elles ont des interactions avec des entreprises en dehors de la Belgique. Mm-hmm. Et donc, on peut peut-être envoyer plus de factures, mais en recevoir de manière électronique moins, parce que simplement, les interlocuteurs ne sont pas les mêmes. Et puis, il y a parfois une question de perception où la façon dont ces factures ont été comptées, en fait, ne correspond pas. Et donc, on peut aussi avoir là l'impression qu'on fait plus d'envois électroniques et que, par contre, on reçoit moins de ces factures de manière électronique. Ou alors on les accepte pas et le fournisseur envoie du papier peut-être in fine. C'est possible aussi, mais c'est intéressant de voir cette divergence parce qu'elle montre bien une petite fracture en fait entre l'émission et la volonté de réception ou la réception et la volonté d'émission. Et ça devrait converger à terme, je pense, effectivement, quand tout sera numérique. On aura une... Et puis, c'est intéressant parce que tu dis que ça s'arrête en 2017, mais on comprend bien que ça ne se casse pas la figure et que ça continue à monter. Et je pense que ça va finir par se rejoindre, effectivement, au bout d'un moment. Donc, peut-être à l'horizon 2025, hein, c'est une des horizons qui est envisagée. Pourquoi pas, effectivement, ça converge et on retrouve les courbes qui se rejoignent. Mais effectivement, on voit du coup qu'il y a quand même une prise de conscience intéressante, une prise de conscience des fournisseurs, peut-être plus que des sociétés qui reçoivent les factures, qui ont tendance à sous-estimer du coup la réception des factures électroniques. Donc, ce point est intéressant. J'ai volontairement mis le doigt dessus, Cédric, juste pour montrer qu'effectivement, il y a quand même une prise de conscience de la part des fournisseurs
qui est presque plus importante que la part du réceptionnaire de la facture. Oui, tout à fait. Et donc, c'est là que des solutions pour l'automatisation de la gestion électronique de ces factures qui n'étaient pas nécessairement électroniques à la base est important pour faire converger tout ça, même, quel que soit le format de réception qui a été utilisé. Un autre point peut-être par rapport à ceci, c'est la situation spécifique en Belgique. Tu disais il n'y a pas d'imposition de format. C'est vrai au niveau européen, mais Ouais. par contre, les États et en Belgique, les régions peuvent avoir des attitudes différentes. Et par exemple, en Belgique, la Flandre, depuis, je pense, 2019, impose que les factures qui lui sont présentées soient envoyées de manière électronique. Et pas juste ça, mais électronique en PayPal. Donc, si on a la chance d'être fournisseur pour la communauté flamande, si on veut espérer être payé, il faudra envoyer une facture électronique en PayPal. Et j'ajouterais même avec un bon de commande et donc un numéro de bon de commande reprise dans la facture. Sinon, on n'a juste aucune chance d'être payé par la communauté flamande. Donc, Cédric, tu parles de paiement pour des marchés publics ou publics et privés? Public. Très bien. La communauté flamande impose que cette norme-là pour l'envoi des factures. Et donc, ça ne concerne effectivement que ce qu'on appelle le B2G, donc les entreprises qui facturent aux autorités publiques. Mais il y a cette volonté de faire quelque part percoler cette imposition aussi dans le B2B et qui sait plus tard aussi dans du B2C. Alors, je vais décomplexer tout le monde. En Belgique, en France, c'est pareil. Il y a un portail qui s'appelle Chorus. Et si vous ne dématérialisez pas vos factures de manière électronique et que vous ne passez pas par Chorus, vous n'êtes pas payé non plus. En fait, les États sont les premiers à imposer effectivement la facturation électronique pour la généraliser. Donc, ça impose effectivement de s'équiper en conséquence, sachant que les marchés publics sont souvent de gros marchés. Donc, il faut forcément s'adapter. Et c'est une des premières dispositions, effectivement, qu'ont pris les gouvernements pour pouvoir imposer cette facturation électronique. Mais c'est le cas ça se généralise dans beaucoup de pays. Les marchés publics, maintenant, sont soumis à de la dématérialisation. Et puis, ça va être poussé, cette numérisation à outrance, puisque les fournisseurs, à terme, devront passer, par exemple pour la France, par un portail, même si ce n'est plus du public, même si c'est d'autres clients, pour que l'État puisse retracer la TVA et être sûr qu'il n'y ait pas de fausses déclarations. Donc, on va se retrouver dans du contrôle en fait, permanent, documenté en temps réel. Voilà. Et c'est ça l'idée des États aussi, c'est de pouvoir contrôler les flux et de s'assurer qu'il n'y a pas de déperdition, de récupération, d'impôts en tout genre qui s'évaporeraient. Donc, c'est aussi un contrôle intéressant pour les États. Oui, donc, c'est toutes les factures ou tout le noir qui pourrait passer devient visible au travers de ce genre de contrôle. Donc, c'est l'un des buts. Mais l'autre but, c'est de promouvoir la facturation électronique auprès de l'ensemble des entreprises. Et donc, l'État, quelque part, joue son rôle de moteur pour imposer ça. C'est des gains de productivité. Ça permet d'être plus compétitif et de se démarquer de la concurrence. Donc, et d'autres pays qui ne prendraient pas le pas, d'ailleurs. Voilà. Si on peut passer au slide Oui. suivant. Donc, ici, on voit, là, en 2019, à quoi ça ressemblait dans l'évolution de la facturation électronique, donc sur l'envoi. Et donc, on voit un certain nombre de pays qui envoyaient moins de 20% de leurs factures de manière électronique, d'autres qui étaient entre 20 et 40, et puis finalement, la Belgique et d'autres ici plus au nord, mais aussi l'Italie, qui étaient au-delà des 40%. C'est bien 40%, mais évidemment, le but, c'est d'arriver bien au-delà. Et depuis 2 ans, on a fait encore des progrès en la matière et on espère arriver comme on le proposait ici, en 2025 à quasiment 100% d'envois qui pourront alors être réalisés de manière électronique. En tout cas, on y travaille. Voilà. Si on ouvre le slide suivant, voilà. Alors, pour la partie envoi, on a parlé de l'envoi multicanal dans l'introduction.
ce qui se passe, c'est qu'il y a un émetteur de facture. Donc ça, c'est le premier acteur dans ce schéma-ci qui a une facture à émettre vers son client. Pour pouvoir émettre sa facture, il va souvent utiliser un logiciel comptable, un CRM, un ERP, enfin différents logiciels qui vont lui permettre de composer sa facture, de la préparer et puis finalement de l'envoyer. Pour l'envoi, soit le logiciel va envoyer directement sur différents canaux. Il va par exemple permettre d'imprimer la facture pour qu'elle puisse être envoyée par la poste, mais elle va aussi permettre de faire des envois par email ou par des canaux complètement électroniques. Donc ça peut être la responsabilité directe du logiciel qui fait l'envoi, ou alors ça peut être la responsabilité de ce qu'on appelle un DSP pour Document Service Provider, qui permet alors de faire cet envoi multicanal et de déléguer cet envoi multicanal. Ça permet d'éviter d'avoir dans chaque logiciel la gestion de tous ces canaux. Et donc, en Belgique, on pense à le papier, l'email, le Zoom Meet, Digital, enfin, donc toute une série de canaux qui peuvent être utilisés pour la présentation de la facture, peuvent alors être intégrés dans ces DSP pour permettre que le client la reçoive tel qu'il le souhaite dans son canal préféré. Et puis, là où Digital intervient aussi, c'est dans l'ajout sur ces canaux de distribution des options de paiement. Puisque, comme on l'a dit, ce sont des factures. Le but, c'est d'être payé. Et pour améliorer le paiement par les clients, on rajoute, par exemple, sur le papier, un QR code de paiement, dans un email, un lien de paiement ou un bouton de paiement. Et ce bouton de paiement peut aussi se retrouver dans des portails, dans des applications mobiles, finalement dans l'interface de sa banque, si c'est là qu'on reçoit sa facture. Donc tout ça est possible et permet de plus facilement procéder au paiement, qui était quand même le but ultime de la présentation de la facture au client. Eh bien, merci beaucoup pour ce troisième point. Je propose, comme je vois vraiment l'heure qui est bien avancée, si vous pouviez conclure en 1 minute ce sujet assez vaste, hein, donc c'est toujours très frustrant de le faire en si peu de temps. Donc, c'était ça le but aussi, le webinaire, c'est vraiment présenter le sujet et si on veut aller plus loin, aller rechercher plus loin. Mais donc, si vous pouviez conclure en disant en 1 minute de quoi est-ce qu'on vient de parler exactement ici. Complexe, Grégory, hein. Oui, complexe, C'est complexe. mais un défi. En plus, je vois qu'il y a quelques questions, donc ça pourra permettre aussi de on va y conclure passer également. par la suite. Hein. Mais l'idée, c'est juste de comprendre effectivement qu'aujourd'hui, la dématérialisation, la numérisation des documents, des factures, des process, de la comptabilisation ou du paiement, c'est plus aujourd'hui quelque chose vers quoi il faut tendre, c'est quelque chose vers quoi il faut aller. Enfin, c'est une obligation désormais, hein. C'est une transformation numérique. On l'a vu avec Cédric, il y a des obligations, notamment avec le gouvernement qui impose la facturation électronique. Oui, on a vu que les États prenaient un peu ce rôle de moteur aussi, justement. Exactement. Donc qui est bien aujourd'hui, aussi, hein. ce n'est pas une option à terme, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter à ce changement numérique pour en tirer parti, en tirer profit. On a vu qu'il y avait des avantages, hein, des bénéfices à passer par la dématérialisation, des gains de productivité, du temps gagné, de la facilité de recherche, de la vision en temps réel de ce qui se passe, des paiements accélérés, des commandes simplifiées. Donc, c'est tout un univers en fait, qui va se retrouver optimisé avec de la valeur ajoutée, peut-être des personnes qui vont aller sur du contrôle de gestion, peut-être des personnes qui vont réaliser effectivement du classement numérique, peut-être de l'optimisation grâce aux données, parce que toutes les données qui vont transiter également dans l'outil, ça peut aller vers du data vise, c'est-à-dire visualiser de manière graphique toutes les données qu'on a rentrées dans l'outil, ce qu'on ne pouvait peut-être pas faire avant parce qu'il fallait saisir manuellement et que c'était un chantier impossible. Aujourd'hui, ça va apporter de nouvelles horizons, de nouveaux chantiers et ça va permettre aux sociétés d'être plus productives. Et celles qui ne franchissent pas le pas tout de suite vont avoir plus de mal ensuite à s'engager dans cette voie. Donc, c'est important de partir maintenant sur la démat, sur la digitalisation et de ne pas attendre. J'allais dire c'est une urgence pour conclure de passer à la démat, mais c'est une urgence d'avoir bien compris tout l'intérêt en fait que ça a apporté. Voilà. Il y a plus d'intérêt que d'inconvénients en réalité. Merci. Cédric? Oui, donc effectivement, au-delà des obligations, c'est une opportunité. Et moi, on a parlé de différentes améliorations qui peuvent être le fruit de cette dématérialisation. Moi, je veux en souligner deux complémentaires.
La première, c'est l'efficience qu'on peut en tirer, donc le gain en performance qui est attaché à toute cette dématérialisation. Et la deuxième, c'est tout l'aspect écologique. Donc, puisqu'on ne va plus transmettre ces papiers, il n'y a plus la production de ces papiers, il n'y aura plus le stockage de ces papiers, et il n'y aura plus non plus tout ce transport de papier. Donc, qui fait qu'on va pouvoir avoir des solutions qui seront nettement plus écologiques que ce qu'on avait précédemment. Donc, voilà, pour moi, c'est aussi ça la facturation électronique. C'est déjà aujourd'hui. Pour ceux qui ne le font pas encore, il est grand temps. Et en tout cas, on espère que vous êtes aujourd'hui mieux informés sur ce sujet. Merci. Je propose de terminer avec justement les questions éventuelles des participants. Sarah, je ne sais pas si on a eu. Oui, il y en a eu deux. Je propose de commencer par la première qui, en fait, en vous écoutant, c'est vrai qu'on a l'impression que les outils visent en tout cas les moyennes et grandes entreprises. Et donc la question était de savoir, est-ce qu'il existe des solutions pour les plus petites entreprises, donc entre 4 et 5 équivalents temps plein, et de savoir comment adapter ces outils, en fait. Réponds. Alors moi, je vais répondre parce qu'on me pose souvent la question. J'ai ce problème-là quand je présente la solution. Ça paraît tellement invraisemblable tout ce qu'on peut faire dedans. Ça ressemble à une usine tellement il y a des fonctionnalités. Mais en réalité, en fait, l'outil, c'est pour ça qu'on a pris le mode SaaS, par exemple, chez Use, pour que ce soit agile. En fait, vous prenez un abonnement, la solution est ouverte automatiquement. Il n'y a pas de frais d'archivage, de stockage, puisque c'est inclus dans un abonnement. Et l'abonnement démarre à 99 € pour mettre tout le monde d'accord. Donc, moins de 100 €, vous avez une solution de démat pour une centaine de documents par mois. Donc, je voyais, par exemple, pour les petites ASBL, pas de souci. Moi, j'ai des associations pour 25-30 documents qui ont pris un abonnement parce que ça leur faisait gagner du temps. Ils n'arrivaient pas à récupérer les factures chez les différents administrés ou chez les différents présidents d'associations. Ça leur a fait gagner beaucoup de temps. Une centaine d'euros, ça ne me paraît pas délirant. Et les formations sont très courtes. L'ergonomie est pensée en fait pour que l'outil soit intuitif à utiliser. Donc, en quelques jours, on est opérationnel, que ce soit la solution de Cédric, que ce soit notre solution. Derrière, c'est des outils qui ont été pensés pour que ce soit facile à prendre en main et à mettre en œuvre. Et en mise en œuvre, c'est immédiat quasiment. Vous avez votre abonnement, vous avez votre accès non utilisateur mot de passe et vous démarrez. Donc, il faut vraiment désacraliser l'outil de démat qui était avant réservé à des grosses entreprises, qui aujourd'hui, avec le cloud, ce n'est plus le cas. On peut démarrer avec un petit budget. Et si vous êtes une grosse structure, le coût au document va baisser. L'abonnement va être plus important, mais le coût au document va être inférieur. Donc, il y en a pour tout le monde. Que ce soit une petite entreprise ou une grosse, on démarre rapidement dans les deux cas et l'abonnement permet d'adapter à sa volumétrie. Oui. Donc, si je peux compléter pour la partie facturation sortante, il existe sur le marché des centaines, voire des milliers d'applications de billing, des CRM, des ERP. Enfin, donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, que ce soit pour des très grandes entreprises type un SAP, pour les entreprises moyennes, je penserais à Odoo, qui est typiquement, on est fier de Odoo en Belgique, mais aussi des solutions beaucoup plus petites encore, qui, tu parlais d'une centaine d'euros par mois. Moi, je vois des solutions qui sont à 10, 15, 20 € pour permettre la gestion de l'édition de ces factures et les envois. Donc 20 € par mois, et qui intègre alors la partie, on va éditer la facture, on va la préparer, on va l'envoyer, et en plus, on va avoir les options pour que les clients puissent la payer directement de manière électronique. Donc, Digitil fonctionne avec aujourd'hui une trentaine d'intégrateurs, et c'est au travers de ces intégrateurs, qui sont donc des CRM, des ERP, des solutions de billing, que nos services sont offerts. Donc, ça ne se voit même pas, ou ça se voit très peu dans la façon dont ça va être utilisé. Pour le client, c'est simplement, j'ai une facture à émettre, ou si je suis une association, je veux envoyer un appel de cotisation annuelle qui va partir. C'est prévu dans l'application, les liens de paiement sont préparés, et tout le monde, comme ça, peut profiter de la simplicité à la fois l'envoi et du paiement de tout ça. Donc, c'est pour toutes les tailles d'entreprise. Merci. Alors, il y avait une deuxième question qui est peut-être plus tournée pour toi, Grégory,
Mhm. qui concerne la plateforme Use. C'était de savoir, on a parlé du délai de conservation de 6 ans pour les documents. Et la question est de savoir si, c'était un coût supplémentaire, une option particulière pour si on décide en fait de garder ces documents au-delà, notamment si c'est une conservation de 10 ans. Ouais. Alors, dans la conservation de 10 ans, il y a l'aspect peut-être effectivement légal aussi. Oui, pour passer à 10 ans, effectivement, il y a un petit module complémentaire en fait qui s'appelle Use Protect et qui permet d'aller jusqu'à 10 ans de conservation du document et qui permet également de le mettre sur des serveurs qui sont certifiés inviolables. Donc, on va mettre des cachets dessus électroniques sur les documents. Ces cachets qui vous permettent de vous assurer qu'il n'y a pas eu de modification à ce que disait Cédric, c'est-à-dire de verrouiller en fait le document pour rassurer l'administration, notamment dans les contrôles. C'est la possibilité de redater également les actions, d'extraire un circuit de validation pour pouvoir le retracer et puis le présenter en cas de litige. Et puis, c'est également la possibilité, dans ce petit module complémentaire, de détecter les fraudes. On n'en a pas parlé. C'est intéressant du coup la question, parce que ça me fait penser au fait que l'outil va vous permettre également de voir si une facture a été photoshopée, par exemple, sur des documents numériques classiques, si des balises PDF ont été modifiées, si un IBAN ne correspond pas entre la fiche fournisseur et la facture fournisseur, de voir si un montant est anormal par rapport à l'historique des montants que vous avez déjà traités et de vous avertir avant de payer qu'une facture est potentiellement une fraude. On l'a vu avec Facebook il y a quelques mois, peut-être 2 ans maintenant, ils avaient eu un problème de fraude à la facture. Comme ça, ils ont payé plusieurs millions à un fournisseur qui était en réalité une grosse arnaque, une grosse fraude qui aurait pu peut-être être évitée avec des outils un peu plus performants. Pourtant, c'est un comble pour Facebook qui est quand même dans la digitalisation. Mais voilà, parfois, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Mais voilà, ça apporte tout ça en plus également, ce petit module. Donc, un petit coût supplémentaire, effectivement, mais avec des options complémentaires également. Merci. Sarah, je ne sais pas s'il y a encore des réactions. Non, il n'y a pas d'autres réactions, mais n'hésitez pas à nous envoyer, même par mail, par après. On pourra peut-être aussi vous retourner vers les différents intervenants. Voilà, donc je pense qu'on peut conclure. Et en plus, on a respecté le timing puisqu'il est 13h03, donc c'est magnifique. Et oui, parce qu'on a démarré à 12h03, donc on a fait quasiment l'heure. Ouais. Une heure, timing parfait. Mais au Je top. ne sais pas si tu peux afficher le dernier slide. Oui. Voilà, donc comme je vous annonçais, évidemment, donc les webinaires sont organisés dans le cadre du salon Préserve Info qui a été reporté donc, à 2022. Donc dès qu'on a une nouvelle date, on vous la communiquera prochainement. Pour vous signaler aussi que l'ensemble des webinaires sont accessibles sur notre site internet, donc c'est archiviste.be. Et donc celui-ci sera également mis à disposition très prochainement. Et peut-être à vous inviter, ceux qui nous écoutent ou ceux qui sont déjà aussi présents parmi nous, peut-être si vous avez des thématiques aussi que vous souhaitez peut-être aborder, puisque ici le format de webinaire permet de faire une mise en bouche de certaines thématiques, mais peut-être qu'on n'aurait pas identifié des thématiques qui vous intéresseraient. Donc n'hésitez pas non plus peut-être à nous revenir par mail pour nous indiquer des thématiques que vous souhaiteriez qu'on aborde prochainement. Et voilà, merci. Moi, oui. Je remercie, je voulais faire le petit mot de remerciement, en tout cas pour les qui ont répondu positivement à notre appel et qui ont bien mené le webinaire. Je crois que les participants, en tout cas quand je vois les retours ici, c'est très complet, ça donne l'eau à la bouche pour en tout cas entrer dans cette thématique qui est complexe. Et je remercie aussi Aurore d'avoir pris l'animation de ce webinaire. Et voilà. Je ne sais pas si... Moi, je remercie aussi les participants. Sans eux, on parle entre nous. Donc, merci pour votre écoute et votre participation aussi, de faire vivre un peu cette discussion. Donc, ça doit rester une discussion. Donc, voilà. Je propose de terminer ici. Bon appétit à ceux qui n'ont pas encore mangé. Exact. Et bon après-midi également. Merci à tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.